Une émission bien agréable avec une équipe sympathique, bienveillante et puis un invité que j'apprécie particulièrement, Raouf. Alors très heureux d'avoir participé à cette émission avec un accueil très chaleureux, un ami, Nicolas, avec qui j'ai pu échanger et présenter un petit peu nos valeurs et qui nous sommes aux Nîmoises et Nîmois. Merci. Eh bien bonjour Patrick, tu as vu? On a encore battu des records. Dis bonjour. Ah, Laisse-moi bonjour. te dire bonjour, Alain. Bonjour Patrick Mageste. Pardon. Tu as vu qu'on a encore battu des Oui, records? 6000. Plus de 6000. Plus de 6000 vues pour Voilà. la dernière émission. Moi, je dis bravo. Bravo, parce que je c'est crois quand même que- toi qui l'as présenté l'émission. Ah non mais ça n'a rien à voir, Ah, c'est aussi. l'émission, c'est l'émission. Bon, revenons à nos moutons. Oui, mais- On reçoit qui aujourd'hui? C'est moi qui te pose la question. On reçoit Nicolas Nadal. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Des tuyaux là, Ouh, ça me rappelle quelque chose, ça c'était Chasse à Distel. Ça, parfait, Sacha Dissel. Tu voulais me faire chanter mais je chante pas. C'est qui? C'est un officier chez les pompiers. Ah d'accord, et le deuxième, je sais Raouf. qu'il est plein de couleurs. Il en a 1000 exactement. Il a mis de Il couleurs. s'appelle Raouf Voilà. Azous. Eh bien écoute, Qu'est-ce qu'on fait maintenant? on va les rejoindre, hein. Allez, C'est bien. plus simple, hein. Allez on y va. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre une nouvelle fois, aussi nombreux dans l'émission Tête à Tête. Nous recevons dans le salon du W, Square de la Couronne à Nîmes, Nicolas Nadal, officier sapeur-pompier et président du syndicat Sud, et Raouf Azous, directeur de l'association Les 1000 Couleurs. Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, avant que ne débute l'émission, permettez-moi de vous présenter l'équipe. Et une fois n'est pas coutume, je vais débuter par France. Alors, France Pellicano, la plus française des Québécoises, ou le contraire. Bonjour. La responsable de la communication, de la photo. Bonjour France. Bonjour Patrick, bonjour messieurs. Alain Moula, le co-animateur de l'émission. Bonjour Patrick, bonjour messieurs, dames. Jérôme Puech, qu'on ne présente plus. Et sa chronique, Les Nîmoiseries. C'est ça. Bonjour Patrick, bonjour à nos invités. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Ouais, tu dors toujours aussi bien la nuit, tout va bien? Ça va, c'est pour ma femme que c'est plus compliqué. Bon alors, Alain Moula, nous te félicitons pour la dernière émission que tu as présentée. Oui, c'est une équipe, hein. Ouais, ouais. Et Jérôme Puech, comme tu disais, tu la connais, la devise des pompiers, sauver ou périr? Oui, je la connais. Ouais, parce que tu es un petit peu pompier toi aussi. Oui, je suis un personnel administratif, mais je ne parlerai pas de moi non. aujourd'hui. Non, non. Bon, sans oublier le flamboyant Richard Ravo, toujours à la vision et au montage. Messieurs, un petit tour de table sur les élections présidentielles. Raouf, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, je dirais que le taux d'abstention m'a beaucoup étonné et c'est inquiétant. Je suis soulagé aussi et beaucoup des gens des quartiers populaires sont soulagés parce que les valeurs républicaines vont être préservées. Et bon, voilà, donc on a M. Macron qui est président, donc on espère effectivement qu'il arrivera à réconcilier cette société un peu éclatée et j'espère qu'on arrivera à faire en sorte que les Françaises et les Français passent un mandat correct avec lui. Et toi, Nicolas? Eh bien écoute Patrick, on reconnaît les résultats, hein. Donc le président Macron a été élu. Après, comme Raouf le disait, je crois qu'aujourd'hui il faut tenir compte de cette abstention qui est record et essayer de comprendre pourquoi nos concitoyens ne vont plus voter. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire pour essayer de remobiliser les citoyens et leur redonner goût à la politique et leur redonner goût à ces valeurs que peut-être certains politiques s'en sont éloignés. C'est ce que vous attendez du président de la République On l'espère. et de son gouvernement. Toi, Jérôme? Moi, je suis quelqu'un de gauche, tout le monde le sait. Donc, la politique, finalement, c'est très simple. Hein. Quand la gauche est rassemblée, elle gagne la région, le département. Quand la gauche est désunie, elle perd les municipales, elle perd l'élection présidentielle. Voilà, donc il faut que
on fasse passer l'intérêt du rassemblement avant l'intérêt des personnes. Ce qui veut dire que pour les législatives, elles vont gagner. La gauche ne gagne pas. Si elle est rassemblée, oui. Apparemment, c'est ce qui va se passer. Eh bien, nous verrons. Une Non, fois. tu n'en sais pas plus. Ben, La France insoumise. j'observe. Mon cher Alain Moulin. Ah Alors moi, pour les abstentionnistes, je pense que les Français ne se sentent pas bien représentés du tout. Et je pense que nos chers politiques ne ressemblent pas à la France. Donc ils sont dans un autre monde. C'est pour ça que les gens n'ont pas envie de voter. Enfin, c'est pour ça, c'est que mon point de vue. Mais je pense qu'on est mal représentés. Voilà. Pas mal parce qu'ils sont mauvais, mais qu'ils ne représentent pas le peuple. Voilà. Et deuxièmement, c'était prévu, Macron, le Rassemblement républicain, voilà. On hésitait sur les cartes, mais on savait que Macron, enfin, on se doutait tous que Macron a été réélu. Et par contre, moi, ce qui me plaît, c'est ce qui va être aux législatives, parce qu'on est capable de ne pas lui donner un gouvernement, ce qui paraît aberrant, puisqu'on le dit, mais je pense qu'on est capable de ne pas lui donner un gouvernement et d'avoir une cohabitation. Voilà. Et ça, je trouve que ça va être amusant, entre guillemets, de voir ce qui va se passer. Très bien. Alors, le prénom Nicolas est d'origine grecque et il signifie victoire du peuple. Ça tombe bien. Oui, pourquoi pas. Alors, je vais laisser bien volontiers son ami, notre chroniqueur Jérôme Fulèche, te présenter. Alors Nicolas, c'est un véritable Nîmois, il est né à Nîmes, il habite à Nîmes, il est lieutenant, et c'est un lieutenant qui est actuellement chef du centre de secours des Angles, c'est à côté de Villeneuve-les-Avignon, dans le nord du département. Il est président du syndicat majoritaire Sud, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, et ce depuis 8 ans. Donc son parcours de pompier, Nicolas le doit en partie à son grand-père Max Fabre, qui était employé chez les pompiers du Gard. Le parcours de Nicolas Nadal, c'est deux premières années en faculté de médecine, et puis après cet échec, il rentre en 1999 chez les pompiers du Gard, à la caserne de Nîmes, que vous connaissez sans doute, puis ensuite il est muté à Uzès, et ensuite à Lédignan, et puis son premier poste de responsabilité d'officier, il le prend au centre de l'Égoile, et puis depuis 2018 aux Angles. Donc il fut brièvement directeur de cabinet d'Alexandre Pissas, président du SDIS, c'était en novembre 2020, et en mars il était sur la liste de Daniel Richard au titre des socialistes. Nicolas est un homme de valeur, il s'inspire donc de son grand-père, originaire d'Olas, près du Vigan, et ce grand-père avait un oncle qui est mort lors du bombardement de Nîmes en 1945, voilà. Donc il y a un socle de valeur familial qui fait Nicolas Nadal. Parfait, parfait. Alors je vais te laisser le soin de présenter notre deuxième invité, Raouf. Alors, Raouf Azouz, directeur de structure. Mais ça, Raouf est un prénom d'origine arabe qui signifie loup renommé. Je crois que ça te Le savais-tu? Cela fait 24 ans qu'il œuvre dans l'association Les 1000 Couleurs. On est d'accord? Il en est désormais le directeur. C'est une belle reconnaissance. Rien n'est un hasard dans la vie. Voilà ce que je pourrais dire sur monsieur. Merci, monsieur Alain Moulin. Donc alors, nos deux invités ont ce point commun. Ils ont tous les deux goûté à la politique. Nicolas Nadal sur la liste, comme le précisait Jérôme, sur la liste écolo de Daniel Richard. Alors, nous connaissons le résultat, et Raouf Azouz, lui, sur la liste de Yvan Lachaud. Là également, nous connaissons le résultat. Que gardez-vous de votre passage tous les deux en politique? Alors déjà, je souhaiterais en garder que des bons souvenirs. D'accord? Parce que déjà, la première chose, ça a été de belles rencontres. De belles rencontres, à la fois au contact de la population, puisqu'on a été beaucoup sur le terrain à rencontrer les Nîmois. On l'a fait pendant plusieurs années à travers une association qui était celle de Magnanime. Ensuite, pendant la campagne des municipales sur la liste. Des belles rencontres parce que de nombreux partis donc, se sont unis. Sylvie Jeannequin pour les Verts, les écologistes, Karine Mouincher pour la France Insoumise. Et c'est vrai qu'on a pu travailler ensemble durant cette période électorale. Ensuite, ça a été un projet qui a été construit pendant plusieurs mois. Et tout ça fait que voilà, j'en garde de très bons souvenirs. Au demeurant, ça a fini par un échec, mais l'échec sert à construire. Et aujourd'hui, de cet échec, j'essaie d'en trouver des aspects pour me reconstruire. Je vais te dire une chose. Moi, j'ai rencontré bon nombre de personnes qui étaient avec toi ou qui n'étaient pas avec toi. Oui.
je n'ai rencontré personne qui me dit du mal de Nicolas. Personne, tu entends? Tu es respecté parce que tu es une personne honnête. Je te remercie Patrick. En fait, je pense que Tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. c'est juste qu'il faut avoir des valeurs et défendre des valeurs. Après, certains politiques peut-être, et là je parle de certains en tous les cas, le font parce qu'il y a une volonté de peut-être vivre de cela, de la politique. Aujourd'hui, moi j'ai un beau métier, j'en suis très heureux, je gagne ma vie et si je m'investis dans la politique, ce sont pour des valeurs qu'on a pu partager avec Raouf, qu'on partage ensemble. C'est aider nos concitoyens, l'humanisme, la solidarité, la fraternité, ce sont des valeurs que j'essaie de défendre au quotidien et j'espère que pour cela, ça nous permet d'être unis et à travers un projet. Ça fait penser à la phrase de Mandela, hein, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Et quand on écoute Nicolas Nadal, c'est un peu de cette philosophie, quoi. Donc, un apprentissage en quelque sorte. Alors, je tiens à préciser une chose parce que je reçois des messages, vous savez, je reçois des messages privés. Non, il n'est pas pistonné parce que c'est ton ami. Non, Il est là parce que c'est Nicolas. Point final. Chose, je règle les comptes. Raouf, est-ce que toi, ça ne t'a pas posé... Je voulais parler 2 minutes de toi encore une nouvelle fois, parce que moi je le connais depuis quelques années, je l'ai interviewé également pour une émission de radio, et ensuite 2 autres fois pour une autre émission. Toi aussi, tu portes bien ton nom. Tu es une belle personne, ça je voulais te le dire une nouvelle fois. Tu te mets à la disposition des autres, et ça c'est pas facile non plus. Alors, je voulais savoir une chose. Dans la mesure où tu t'es investi avec Yvan Lachaud en politique, ça ne te pose pas trop de problèmes en ce moment pour avoir certains, pas avantages, mais des passe-droits peut-être aussi avec la municipalité actuelle? Avant de te répondre, je voudrais juste te dire que c'est vrai que mon engagement en politique s'est fait par hasard, puisqu'on est venu me chercher. Ceux qui sont venus me chercher, ce sont des militants des quartiers populaires qui m'ont proposé effectivement de rejoindre la Ligue d'Yvan Lachaud parce que il y avait un projet effectivement d'investissement plus fort de la municipalité pour les quartiers populaires. J'ai réfléchi et effectivement je me suis engagé parce que je voulais montrer aussi un exemple, parce qu'aujourd'hui on se plaint de la politique, mais après il faut avoir le courage de s'engager aussi et d'être un acteur. Donc j'ai voulu montrer l'exemple pour que d'autres puissent s'engager, soit dans les partis politiques, soit dans les associations. Bon, mon engagement effectivement m'a coûté un peu beaucoup, voilà, donc des insultes, des calomnies sur les réseaux sociaux. C'est vrai que, comme je disais à Nicolas, j'ai pas dit un mot alors que j'ai pas ouvert ma bouche, que déjà je recevais des insultes sur les réseaux. J'ai dû déposer plainte, je crois que j'étais le seul candidat à déposer plainte, voilà. Après, moi, ce qui m'a le plus blessé, c'est le premier jour de mon engagement, ce qu'Yvan Lachaud m'a présenté, c'est que sur un article au Midi Libre, on a écrit, un parti politique a écrit que M. Raouf Azeuz ne serait plus l'interlocuteur de la ville de Nîmes. Donc je n'ai pas compris pourquoi mon engagement citoyen pouvait me mettre à l'écart. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, je dis à tous les gens qui veulent s'engager, mais qui s'engagent, qui s'engagent dans les partis politiques, quels qu'ils soient, qui s'engagent dans le milieu associatif, pour faire valoir effectivement leurs idées, leurs propositions. Donc voilà, mon engagement c'était ça. On a perdu certes, mais moi je trouve que j'ai gagné, comme tu l'as dit, j'ai rencontré des belles personnes aussi dans les 59 personnes. Je ne connais pas les 59, mais en tout cas, dans les 59, il y a des gens de grande qualité. Je sais que moi, Valérie Ouéran, je l'ai découverte aussi parce que je l'ai rencontré, c'est un peu qui m'a convaincu aussi. Mais tu l'avais rencontré avant parce que oui, j'avais de la rue. Je l'avais rencontré avant, on travaillait sur l'éducation, donc elle s'est beaucoup investie sur l'éducation dans le mandat Fournier. Elle s'est aussi investie dans le cadre de la rénovation urbaine, toujours été proche des associations. Actuellement, j'ai toujours des relations avec elle. Donc, parmi les gens, les 59, il y a elle qui est toujours là, il y a aussi Eddie Bory et d'autres avec qui je garde de bonnes relations. Et voilà, je trouve que le fait d'aller rencontrer les habitants, parce que bon, en tant que directeur, je suis dans mon bureau, je fais des budgets, je gère le personnel. Là, j'ai fait du porte-à-porte. Pendant 3 mois, je me suis mis à l'écart de l'association, parce qu'il fallait que je me mette à l'écart. Ça t'a permis de voir la réalité en face ou tu la connaissais déjà? Je connaissais, mais j'avais une vision un peu viciée. Donc là, faire du porte-à-porte, rentrer dans les immeubles, des immeubles où il n'y a plus de boîte aux lettres, il n'y a plus de porte, et où écouter la misère des gens, leur désarroi, voilà, a fait que... Mais pour quelle raison il n'y a plus de boîte aux lettres, par exemple? Qui est-ce qui les enlève, ces boîtes aux lettres? Les incivilités, les gens qui ne respectent pas le bien public. C'est dommage parce que ça perturbe tout le monde. Ça pourrit la vie à tous les gens. Voilà, c'est un peu comme quand une voiture brûle. Tout à fait.
Il faut juste préciser, Patrick, que ça pourrit la vie à tout le monde, mais que c'est une petite minorité qui commet ces exactions qui embêtent une grande majorité. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans les quartiers qui sont plus difficiles. C'est parce qu'il y a cette problématique de cette petite minorité. Et voilà, il faut agir pour essayer de comprendre déjà pourquoi il y a ce mal-être. Parce que c'est du mal-être aussi. Hein. Quand on commet ces exactions, c'est forcément pour exprimer quelque chose. Et c'est là où les associations ont tout leur rôle de lien social avec ces personnes qui, des fois, ont du mal à comprendre et à se repérer dans la société d'aujourd'hui. Merci. Tu n'as pas répondu concernant tes relations avec la mairie actuelle. Bah, moi, je le Est-ce que ça t'a posé un problème ou pas? Bah, tout le monde disait que j'étais perdu, que je ne retrouverais plus mon boulot, que je serais à la rue, donc j'ai repris mon travail. Tu es à la rue, toi. Hein? Donc, Beaucoup de Raouf pour rien finalement. j'ai repris mon poste de directeur, je continue à développer cette association. Malheureusement, bon, j'ai quelques subventions qui ont diminué. Ah, donc, tout de même. Voilà, je ne sais pas pourquoi on a touché l'association. Voilà, que l'association, c'est pas Raouf Azouz. Donc, on m'a expliqué que c'était parce que nous étions devenus centre social. Moi, j'estime que dans un quartier comme le nôtre, avoir des moyens complémentaires pour avoir plus d'ambition, ça aurait été légitime que certains partenaires institutionnels conservent, voire augmentent leurs aides pour ces quartiers populaires. Bon, mais c'est pas grave, d'autres partenaires ont su pallier à cette carence. Donc voilà. Jérôme, toi, tu as une chronique bien particulière ici. On peut le... Oui, bien sûr, ça s'appelle Les Limoiseries. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous. Et là, pour nos deux invités, je suis allé mener une petite enquête auprès de l'entourage. L'inspecteur voilà, l'inspecteur Puech. Et donc, je suis allé voir deux personnes qui sont très proches de Nicolas et de Raouf. Donc, je vous propose de regarder tout de suite. Nicolas, moi c'est un peu lui qui m'a appris toutes les ficelles du syndicat. Hein. Ça fait un moment que je le connais. Il a toujours été fidèle à sa ligne de conduite. Et puis il sait bien faire la part des choses entre le réalisable, le pas réalisable, la politique et surtout le syndicat et son travail de pompier, quoi. Bon, on est satisfait globalement, moi en tant qu'habitant, mais tous les institutionnels sont satisfaits du travail qu'il fait dans l'association également. Il fait un travail fou, heureusement qu'il est là d'ailleurs. Puis bon, sur le coup, on ne s'est pas loupé sur le recrutement. On a fait le bon choix. Quelles sont les qualités que tu observes chez lui? Rigueur, sérieux, pugnacité, compétent. Voilà vraiment ce qui le définit. Donc en plus d'être sociable, avenant aux gens, il a toutes ces qualités, c'est trop. Hein. Eh bien, je veux dire que c'est la super locomotive, hein. C'est lui qui bouge les lignes, qui fait bouger les lignes par son engagement, par tout ce qui l'amène au personnel, et voilà, il a sa place au sein du syndicat. Ouais, c'est une amitié, on va dire professionnelle dans les relations qu'on a sociales. Hein. Voilà, c'est pas un ami, mais voilà, je considérais comme un ami. Voilà. Voilà, donc une enquête de personnalité plutôt bienveillante. On va peut-être commencer par Raouf. Ali Karim ne tarit pas d'éloges sur toi et il a participé à ton recrutement puisqu'il était au conseil d'administration des Mille Couleurs. Est-ce que tu te reconnais dans ce qu'il dit? Oui, Karim Ali, c'est un militant, donc il s'est engagé aussi dans la politique, il fait partie des anciens, parce que plusieurs jeunes des quartiers sont engagés dans la politique. C'est vrai qu'avec René Sapé, parce que René Sapé, c'est mon père spirituel, donc il m'a recruté à l'époque, il recherchait un secrétaire comptable pour le centre social en 98. Donc voilà, j'ai passé l'entretien, j'ai passé des tests et j'ai été recruté. Après de là, j'ai passé tous les diplômes pour devenir directeur d'un centre social et ça fait 24 ans que je suis là. Et c'est vrai que j'ai une très bonne relation avec Karim Ali, avec tous les élus, parce que bon, c'est vrai que le binôme président-directeur est important. Et c'est vrai que c'est des gens de grande qualité qui sont toujours investis pour ces quartiers et ils ont toujours mis la solidarité et l'engagement au cœur du projet. Alors ce que n'a pas dit Samuel Besson, qu'il a dit en off,
Ce qui fait le succès du syndicat Sud, tu me diras si je ne me trompe pas Nicolas, c'est qu'en fait c'est une bande de copains. Et en fait pour que ça marche, le syndicat, c'est d'abord des gens qui se parlent franchement. Il y a des moments où on est d'accord, des moments où on n'est pas d'accord. Mais ce qu'il m'a dit vraiment la recette du fonctionnement de Sud, c'est une bande de copains. Est-ce que tu confirmes? Tout à fait. Alors déjà, Sam c'est un ami fidèle depuis très longtemps, mais comme le sont tous ceux qui constituent le bureau de notre syndicat, on est 28 personnes. 28 personnes, ça fait un gros bureau. Effectivement, avec des avis qui sont très tranchés, souvent voilà, avec des fortes personnalités. Quand on fait du syndicalisme, généralement, on a une personnalité qui est quand même importante au sein de la corporation, en tout cas des sapeurs-pompiers. Ensuite, oui, on a comme devise d'être sincère. Donc quand on discute, on n'est pas toujours d'accord. D'ailleurs, la particularité de Sud Pompier, c'est d'être apolitique. Contrairement à l'étiquette Sud qu'on porte, on a tous décidé de mettre la politique de côté et de ne pas interférer. Donc chacun a sa vie citoyenne qui lui appartient. Et quand on est entre pompiers, on ne discute que des problématiques sapeurs-pompiers pour défendre cette corporation. C'est très bien, parfait. Merci Jérôme. Avec plaisir. Alors Nicolas, Oui. donc tu as débuté ça, cette question va faire plaisir à Jérôme, le faire sourire. Tu as débuté au bas de l'échelle, si je veux m'exprimer ainsi, des pompiers. Bien sûr. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager avec les pompiers? Alors, d'abord, il faut savoir que les sapeurs-pompiers, contrairement à certains copains, c'est pas une vocation au départ, puisque moi je souhaitais être médecin. Alors c'est toujours pour l'aide aux personnes, mais c'était d'une autre manière. Après cet échec de médecine, effectivement, je me suis tourné vers la corporation des sapeurs-pompiers parce que mon grand-père, on va dire, m'a mis le pied dedans. Hein. Et donc, pour avoir côtoyé ce milieu-là, j'ai passé le concours sapeurs-pompiers, je me suis investi. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, ça a été important pour moi de franchir tous les échelons et de comprendre comment fonctionnait donc ce milieu. Et c'est pour ça que je suis autant engagé pour défendre les valeurs des sapeurs-pompiers. Voilà, et auprès de mes collègues. Alors, penses-tu qu'il y a suffisamment de femmes investies? Alors la féminisation, c'est effectivement un sujet de discussion chez les sapeurs-pompiers parce que contrairement à d'autres métiers comme la police, la gendarmerie qui ont féminisé leur profession, aujourd'hui nous, on en est encore assez loin. Donc il commence à y avoir de plus en plus de femmes professionnelles. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la corporation où il y en a le plus. C'est vrai que cette féminisation, elle tarde à arriver chez les sapeurs-pompiers, mais il y a un chemin qui est tracé et je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, de plus en plus de femmes rentrent dans notre profession. Est-ce le cas également? Avez-vous suffisamment de femmes investies dans l'association? Dans le social, c'est beaucoup féminisé. Donc nous, parmi 1000 couleurs, donc on a une vingtaine de salariés, il y a 17 femmes. Et au conseil d'administration, c'est équitable. Et il y a des bénévoles et des personnes. Oui. Donc est-ce que ce n'est pas trop difficile entre un bénévole qui vient travailler, on le dit bénévolement, et un salarié? Non, c'est mon rôle en tant que directeur, c'est de créer une cohabitation, une coopération entre les bénévoles, les volontaires, les salariés et les stagiaires. Donc au 1000 couleurs, ça se passe très bien. Effectivement, chacun œuvre pour le projet social. Et tout se passe très bien. Parfait. Donc il y a également, ensuite on laissera la parole à Alain tout à l'heure, il y a également la question de France. Donc nous allons l'accueillir, la fameuse question de France. Rebonjour France. Rebonjour, comme on dit au Québec. Vous le dites ça ici, rebonjour? Oh, non? oui, Vous le dites. bon, On n'est pas si différents. Hein. Alors, ma question pour les deux s'applique à vos deux structures, en fait. Point de vue financier, de qui dépendez-vous et est-ce que cela engendre également une dépendance décisionnelle dans vos activités? Je vais commencer, l'association Les 1000 couleurs, ou l'association dans les quartiers populaires, ou les associations françaises sont financées par une mosaïque de financement. Donc nous, pour les 1000 couleurs, on est financé en grande partie par la CAF du Gard, puisque nous avons récemment retrouvé notre agrément de centre social, donc c'est une reconnaissance aussi, c'est important. On a un financement de l'État, qui finance à la fois des actions mais aussi des postes. On a un financement du département, qui est un partenaire depuis plus de 30 ans. Un financement de la ville et un financement de la région, parce que la région, depuis 2-3 ans, finance aussi dans le cadre de la ville, et on fait appel aux fondations. Voilà. Donc cette mosaïque fait que voilà, il y a beaucoup de demandes de financement, beaucoup de dossiers à remplir, et effectivement on est très dépendant des financements publics. Pour un budget de combien? Aujourd'hui, avec 20 salariés, avec quasiment plus de 200 000 € de remboursement de contrats aidés, on a un budget de 500 000 €. Et au point de vue décisionnel, est-ce que ceci influe ou non?
Par rapport à quoi? Es-tu libre de pouvoir prendre une telle ou telle décision? Alors c'est beaucoup plus simple quand on est centre social associatif, puisque le conseil d'administration peut se réunir très rapidement. Et là, effectivement, lorsqu'on peut réagir rapidement sur mettre en place une action, oui, on réunit le conseil d'administration en 2-3 jours. C'est beaucoup plus simple qu'un centre social municipal, il faut passer par... C'est une association sous la loi de 1900? Oui, on est le seul centre social associatif du Gard. Mais il n'y a personne qui vous souffle derrière, faites ci, faites pas ça, non. à cause du financement. Non, on est vraiment indépendant, on répond à des appels d'offres aussi. On a des appels d'offres, mais on a un projet social, on est indépendant, et effectivement, le projet social est agréé par la CAF, et on a un projet global avec des orientations décidées par les habitants des quartiers, puisque les habitants font partie prenante du projet social. D'accord, merci. Alors nous, c'est un petit peu différent. Donc on est bicéphale en fait. On a un volet opérationnel avec un directeur départemental qui dirige, et on a un volet financier qui lui c'est le volet administratif par le département et par les communes. Donc c'est les communes et le département qui nous financent, et le département finance pour sa part un petit peu plus que les communes. Et c'est ce qui crée aussi des fois des difficultés de compréhension pour les communes qui... pour certaines, trouvent que c'est trop cher, les sapeurs-pompiers coûtent cher. Et effectivement, sur le budget d'une commune, les communes sont en baisse de dotation de l'État et ont de plus en plus de difficultés pour payer la part des sapeurs-pompiers. Donc ça peut créer des frictions entre le service départemental, les mairies. Et c'est pour ça que des fois, on fait un peu les choux gras des journaux, puisque certains maires pensent que les cotisations de leur commune sont trop élevées pour les sapeurs-pompiers. D'accord. Merci France. Merci, bonne continuation. Merci. Merci pour la chronique de France Pellicano. Le petit mot, tout simplement. Alors, tu voulais nous dire quelque chose, dire un peu? Oui, je vais parler un petit peu de la allez. Je suis là. Pardon, je vais commencer par Nicolas. Oui. Avec les forces de l'ordre, les pompiers sont aussi en première ligne et souvent maltraités. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ou est-ce que ça s'améliore, ou est-ce que ça se dégrade? D'accord. Donc, pour répondre à la question, les policiers, les agents de police, de gendarmerie sont effectivement souvent confrontés comme nous à des personnes malveillantes. Je ne pense pas qu'il faille stigmatiser des endroits de la commune, puisque aujourd'hui on s'aperçoit que sur tout le territoire, ces incivilités, pour qualifier des fois, sont réparties sur tout le territoire. Il n'y a pas des quartiers en particulier. Donc, il faut arrêter pour certaines personnes de stigmatiser des endroits. Voilà. Est-ce que c'est en accroissement? Non, j'ai l'impression que c'est un petit peu constant. Mais aujourd'hui, notre syndicat, auprès de la direction départementale, a incité à mettre en place des mesures pour veiller à ce que les sapeurs-pompiers soient mieux protégés. Alors, c'est des caméras piétons qui ont été mises pour les sapeurs-pompiers à l'essai pour voir si ça dissuadait les gens de nous attaquer. C'est aussi des formations pour savoir comment appréhender des interventions qui sont un peu plus risquées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce volet formation est développé dans le département, et je pense qu'on est d'ailleurs un des seuls départements de France à avoir mis aussi rapidement, sur notre sollicitation syndicale, je fais un petit peu de publicité, je me le permets, mais en tous les cas, notre syndicat a vraiment défendu le fait qu'il faille être formé face à ces situations. Et d'ailleurs, je voulais mettre à l'honneur aussi les associations avec lesquelles on travaille dans les quartiers, pour faire comprendre quelles sont nos missions, pourquoi il est important qu'on puisse travailler ensemble et en sécurité. Et Raouf joue un grand rôle dans son milieu associatif pour faire passer ce message. On n'est pas des ennemis, on est vraiment des gens qui sommes là pour aider la population. Et c'est ce qui se passe, c'est pour ça que d'ailleurs ça se passe de mieux en mieux dans les quartiers. Est-ce que le message passe bien? Et qui est-ce qui vient à votre rencontre? Où allez-vous à la rencontre des jeunes, entre guillemets? Alors, pour revenir aux pompiers, à un moment, la population était un peu stupéfaite de voir que les pompiers ne pouvaient plus rentrer dans nos quartiers qu'après la police. Donc, il y a eu une manifestation, des habitants sont venus, disant non, c'est pas possible, il faut manifester pour dire non à cette violence. À un moment, je crois qu'il y avait des pompiers qui avaient été visés, je ne sais pas si c'était les pompiers ou la police, donc un pompier a failli effectivement perdre la vie. Donc, la population s'est mobilisée quand même. La population s'est mobilisée pour dire non à la violence, et absolument, il faut absolument que les pompiers, que les services publics puissent revenir dans nos quartiers avec tranquillité. Oui, nous on reste pas dans le mur, c'est-à-dire qu'on va vers les jeunes, on va vers les habitants, et c'est l'aller vers. Donc l'idée c'est vraiment de discuter, de dialoguer avec cette population. Et comme je le dis, sur un quartier comme Tissenin qui a 15 000 habitants, voilà, quand il y a une vingtaine d'abrutis qui veulent s'amuser ou faire des cons, le reste effectivement aspire à vivre en paix dans ce quartier et faire en sorte que
lorsque quelqu'un a un malaise, que les pompiers puissent venir assez rapidement. Est-ce que vous rencontrez des jeunes et les parents des jeunes? Quand on a des jeunes mineurs, effectivement, on essaie de mobiliser les parents pour qu'ils viennent nous rencontrer, lorsqu'effectivement on veut échanger avec eux sur une difficulté qu'on a rencontrée avec l'enfant. Après, les jeunes majeurs, on travaille avec les éducateurs de rue, on va les rencontrer. Voilà. À ce sujet, c'est important d'avoir toujours ces éducateurs de rue, ou faut-il mettre une police de proximité? Je pense que les deux sont nécessaires, à mon avis, il faut les deux, parce que les éducateurs de rue, chacun a sa mission. Excusez-moi, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi c'est limité à 1%, 2% de personnes qui polluent, on va dire qui dérangent, quoi, d'accord? Pourquoi s'il n'y a pas plus de manifestations des gens qui sont dérangés? Parce que quand on empêche les bus de rentrer dans les UP, quand on empêche les pompiers de venir, c'est quand même leur même quartier qui est abîmé. Pourquoi vous ne descendez pas dans la rue? Vous savez le faire quand il y a une bavure de la police, mais vous ne savez pas le faire quand il y a des incivilités dans votre ZUP. Je ne comprends pas. Expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas solidaire de la police et des pompiers pour empêcher cette vente de produits illicites, tout ce truc. Pourquoi vous ne faites rien? Ça, je ne comprends pas. Question. Alors, vas-y, monsieur. Alors, Alain, en fait, il faut regarder deux volets. Il y a le volet des incivilités, des agressions faites aux sapeurs-pompiers et à la police, nos collègues de la police nationale, je souhaite le souligner. Ça, c'est pas propre au quartier Pissevin ou au quartier Chemin-Bas, Val-de-Bourg. En fait, c'est une tension de la société qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui représentent l'État, en fait, puissent être agressées. C'est pas du fait qu'on ait un uniforme particulier, c'est parce qu'il y a cette violence de société. Après, pour répondre à ta deuxième question... Quand tu interviens boulevard Victor Hugo, tu n'es pas agressé, on est bien d'accord? Si, bien sûr que si. Alors je t'assure, Alain, que donc il y a eu des agressions faites au couteau sur le boulevard, sur le boulevard Victor Hugo de nos collègues pompiers. Je parle de pompiers quand vous intervenez, et dans les UP, là, pas d'accord. Donc pourquoi vous n'êtes pas les premiers à descendre dans la rue et à aller prendre des représailles? C'est vos enfants, c'est vos familles, c'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quand même des gens que vous voyez tous les jours. Vous savez qui c'est. Quand j'arrive, je les vois assis sur des trucs et qui sifflent pour prévenir. Je veux dire, mais pourquoi vous ne faites rien? Donc Alain, Raouf le soulignait tout à l'heure, et j'entends un petit peu de colère dans tes propos que je comprends, parce que 3% de la population pourrissent une génération complète, pourrissent une réputation. Alors on confond tous les Arabes, excusez-moi, quand je dis Arabes, on confond tous les Maghrébins ensemble pour 3, 4, 2%, 1%. Mais pourquoi vous laissez faire ça? Ça salit toute une corporation, toute une ZUP. On va laisser répondre Nicolas, mais c'est pas Nicolas, c'est la police. C'est la police qui devrait. Les associations et les gens, pourquoi ils ne descendent pas dans la rue? Je ne comprends pas. Excusez-moi d'être un peu négatif. J'ai rien contre vous, mais je ne peux pas comprendre. Demain, si mes enfants font des bêtises, je leur tire les oreilles et on va laisser répondre Nicolas. Alors, ta réaction de colère, c'est ce qui crée un petit peu ces résultats qu'on a vus dimanche. On sent qu'il y a une frange de la population qui en a ras-le-bol des incivilités et qui a tendance à voter les extrêmes, et je parle de tous les extrêmes, pour montrer cette contestation. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà une responsabilité des politiques. C'est une politique qui doit être mise en place pour les quartiers, pour essayer de les sécuriser et qu'on puisse vivre en paix dans ces quartiers-là. Je pense, et Raouf te le disait, que nous avons fait une marche avec les imams sur Pissevin pour justement contester le fait qu'on puisse être agressé en pleine journée, les sapeurs-pompiers comme les forces de l'ordre. Et puis aujourd'hui, après, je pense qu'effectivement, chaque citoyen intervient par des relais associatifs, dans les quartiers, par des relais militants au sein des partis politiques, pour essayer de lutter contre ces agressions. Aujourd'hui, les acteurs associatifs, chacun a sa mission. On ne peut pas demander à une association qui promeut la promotion sociale, la prévention, d'aller éradiquer le trafic de drogue ou la vente d'armes. À un moment, il y a un État républicain qui doit jouer son rôle aussi. Tu as raison, quand tu vas à Pissevin, il y a une vingtaine de points de deal. Voilà. Moi, je ne me vois pas aller avec mon costard, aller voir les jeunes en disant « c'est pas bien ce que tu fais ». À un moment, il y a un réseau, et ce réseau-là, il doit être démantelé par la police nationale. Nous, ce qu'on fait, c'est de la prévention. Heureusement que le milieu associatif est là, heureusement qu'il y a de la prévention, parce que sinon, ça serait les quartiers nord de Marseille, ça serait Chicago. Là, pour l'instant, tu vois des gars assis dans des canapés, quand tu vois le bus qui passe, tu vois les mecs qui vendent leur merde. Mais à un moment, il faut se poser la question, je veux dire, où est la police? Là, tout le monde se plaint, c'est à cause de l'État, la victime, c'est à cause de l'État, il n'y a pas assez de policiers.
Mais le travail de répression, il n'est pas fait. Après, il y a une politique aussi de la ville, il faut en parler, hein, qui a fait disparaître les médiateurs qui étaient dans les bus et qui créait ce lien. Nous, on les a rencontrés. Alors, je vais citer Jérôme, parce qu'on était avec Jérôme pendant la campagne municipale. On a rencontré des médiateurs qui sont dans les bus et qui nous disent on a diminué nos effectifs des 2 tiers. Donc, effectivement, ce travail de proximité, il n'est plus fait. Ensuite, on a nos collègues policiers, parce que je ne veux pas leur jeter la pierre. Les collègues, ils sont comme nous. Il y a un problème d'effectif de police. Donc aujourd'hui, quand on a un problème d'effectif de police, quand on sait que sur Nîmes, des fois, il n'y a qu'une seule patrouille la nuit ou 2 patrouilles au maximum, nous, les sapeurs-pompiers, quand on les appelle, ils ne peuvent pas venir de suite des fois, mais c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas répondre à nos sollicitations. Aujourd'hui, ces personnes aussi, les policiers, ils sont en souffrance. En souffrance parce que déjà, ils ont un problème de reconnaissance de la population. Nous, on ne souffre pas de cela, mais eux, ils en souffrent. La deuxième des choses, c'est qu'à un moment donné, ils essaient de faire leur métier, mais avec les moyens qui sont limités, et donc, ils ne peuvent pas faire le boulot qu'on souhaiterait qu'ils puissent faire. Donc l'État peut donner des impulsions, mais quand on ne donne pas les moyens, on ne peut pas exercer la mission. Voilà. Et après, le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'à un moment, la population fasse justice elle-même. C'est ça. Parce que, pour l'instant, on est un pays de droit, mais les gens n'en peuvent plus aussi. Les gens n'en peuvent plus aussi. Donc à un moment, on attend, on appelle la police, mais un jour, heureusement, il n'y a pas de bavure, mais un jour, il peut y avoir de bavure. Justement, parle-nous d'Émile Couleur. Quel est ton rôle, le tien? Mon rôle, moi, aujourd'hui, mon rôle, déjà, c'est de diriger, en fonction des directives du conseil d'administration, un projet social, avec des orientations, définies aussi avec le cadre du GAR. C'est de mettre en place un projet social avec des actions. Donc, je peux citer rapidement les actions. Donc, c'est la promotion sociale, c'est l'accompagnement à la scolarité, c'est l'accueil de loisirs, c'est la médiation sociale, numérique, c'est aussi, ce qui me tient à cœur, c'est le pouvoir d'agir des habitants. C'est qu'à un moment, voilà, c'est faire en sorte que les habitants aient une conscience politique, sociale, culturelle. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens se prennent en charge et soient vraiment acteurs. Et de ce point de vue-là, à chaque élection, on n'a pas trop parlé à cette élection, mais du vote des étrangers. Est-ce que du coup tu y serais favorable et est-ce que ça peut améliorer la citoyenneté et en tout cas la prise en compte des avis des habitants pour les élections locales en tout cas? J'avais participé moi à l'époque effectivement à cette initiative qui avait été portée par, je crois, par le Parti Socialiste et par des acteurs associatifs. Moi je trouve qu'au niveau local effectivement on pouvait effectivement mobiliser, accorder effectivement le droit de vote aux étrangers. J'aimerais te parler de la laïcité dans les quartiers. Oui. Les habitants d'un quartier sont-ils suffisamment éduqués pour comprendre ce qu'est la laïcité? Premièrement, en France, la laïcité est l'un des grands principes de la République. Chacun est libre de croire en un Dieu ou en plusieurs, de ne pas croire, de changer de religion, d'adopter ou d'abandonner une religion. On n'impose pas de religion, on n'en interdit aucune. Quelle règle de vie? Cette règle de vie s'applique aussi à l'école. Elle met tous les élèves au même niveau, ils sont égaux pour vivre ensemble et apprendre dans de meilleures conditions possibles, entre copains, avec les professeurs, à la piscine, dans la cour, dans la classe, avec les filles, les garçons, pour partager, s'épanouir, grandir. La laïcité nous permet de vivre ensemble. Est-ce qu'elle est bien respectée? Qu'est-ce que tu en penses dans les banlieues? Pas que dans les banlieues, moi j'irais en France globalement. Je pense que pour beaucoup de Françaises et Français, la laïcité est mal comprise. La laïcité, comme Marine Le Pen a expliqué, elle voulait interdire le voile sur la voie publique, ce qui est illégal. Puisque la laïcité, je ne parle pas des extrêmes, je parle de la laïcité. Oui, la laïcité, il faut l'expliquer, il faut le réexpliquer. Donc, moi, ce que je fais, j'ai passé un diplôme récemment. C'est pas le rôle des associations? Oui, des associations qui ont un suivi de formation, qui savent de quoi ils parlent. Donc vous n'avez pas suffisamment de formation? Moi, je me suis formé, il m'a fallu une année pour maîtriser ce que c'est que la laïcité. On n'apprend pas en 2 jours ce que c'est que la laïcité. Vous le faites ou pas? On le fait, oui, bien sûr. Toutes nos équipes, effectivement, sont respectueuses de la laïcité. On explique aux habitants, dans nos cours d'apprentissage du français et des valeurs publiques, on explique aussi que l'égalité homme-femme, on explique effectivement que le vivre ensemble, c'est le respect, que chacun peut effectivement pratiquer sa religion, voilà, sous réserve effectivement de ne pas gêner l'ordre public. Tout cela, on l'explique. Et c'est un travail de longue haleine. Mon but, c'est qu'on vive tous ensemble dans la laïcité. C'est d'éduquer les gens pour qu'on puisse se respecter. Et on peut toujours, moi je suis persuadé qu'on peut tous vivre ensemble avec chacun sa religion, à partir du moment où on respecte tout le monde. Donc est-ce que ce n'est pas le rôle des associations d'éduquer? Pardonne-moi, mais avant les associations, il y a quand même les parents. Oui, mais les parents, ils ont démissionné. Est-ce que vous rencontrez les parents? On travaille avec les parents, on a une école des parents, on travaille sur la parentalité, on travaille sur pas mal de sujets avec eux.
on essaie de les mobiliser. À un moment, c'est pas une injonction la laïcité. Ça s'apprend. C'est du travail de longue haleine. C'est le rôle des associations, non? Et les écoles, peut-être. Des associations. Et les écoles, alors peut-être aussi, Raouf. Des associations, de l'éducation nationale. L'école, c'est l'instruction, c'est pas Je l'éducation. dirais même des politiques qui aussi doivent se former à la laïcité, parce que parfois ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais en tout cas, oui, c'est le rôle de tous. Les politiques, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ils sont dans un autre monde. Notre monde, ils ne le connaissent pas, quoi, ils survolent. Bah, ils jouent effectivement de laïcité pour effectivement avoir des voix. Alors on va en rester là, si tu me permets. Ah oui, On va en rester là. Non, mais mais c'est un enjeu, franchement, la laïcité. Je suis bien d'accord, je n'ai appris personne, au contraire, j'ai beaucoup mis les tous ensemble. Pour moi, Je suis moi-même d'origine qui est d'accord, je ne suis pas du tout raciste. on est là pour dialoguer, pour échanger. Sauf pour que se comprendre. c'est dommage que toute une population soit mal vue pour un petit pourcentage. Quoi. Je pense que la laïcité et l'éducation populaire sont les ciments effectivement du vivre ensemble. Et ça, toutes les associations doivent le faire, l'éducation nationale. elles le font, elles le font. Oui. Moi, je voudrais trouver un point commun, ou en tout cas un point entre vous deux. Il est possible aujourd'hui de mettre en place un accompagnement pour que des gens qui sont issus des quartiers, des jeunes, puissent être pompiers volontaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça l'un et l'autre? Bien sûr. Donc depuis quelques années, le département du Gard a été un des premiers départements, le SDIS du Gard, à mettre en place des médiateurs urbains. Donc c'est des personnes qui sont issues des quartiers, qui vivent dans les quartiers et qui sont en contact avec la population, avec notamment la jeunesse, pour pouvoir les amener à passer le concours de sapeurs-pompiers volontaires et rentrer dans nos rangs au sein des casernes, que ce soit Nîmes ou d'autres À casernes. partir de quel âge? Alors, les pompiers volontaires, généralement, nous, on les prend, alors normalement c'est 16 ans, nous on a plutôt tendance à les prendre majeurs dans le département, 18 ans, mais c'est vrai qu'à partir de 16 ans, déjà, on peut commencer à se former pour avoir, quand on a 18 ans, pouvoir être sapeur-pompier. Et vous avez des demandes? Bien sûr. Aujourd'hui, le travail des médiateurs, c'est cela, c'est d'aller aller à la rencontre des jeunes, expliquer les missions qui sont celles des sapeurs-pompiers, et puis avec l'aide des milieux associatifs qui connaissent ces jeunes, qui sont en relation avec eux, permettre de passer ces premiers diplômes qui vont les amener à être sapeurs-pompiers volontaires dans une continuité. Parfait. Est-ce que tu peux nous parler de l'ANRU? Parce que ça va permettre une amélioration dans les quartiers, ne serait-ce qu'en communication, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. L'ANRU, ça veut dire quoi? L'agence de rénovation urbaine, donc c'est la rénovation des territoires un peu fragiles de nos quartiers. C'est vrai que quand on entend les sommes qui vont être injectées à Nîmes, quasiment 1 milliard qui vont être injectés dans les quartiers populaires de la ville, c'est un espoir. C'est un espoir effectivement de revoir ces quartiers, redevenir des quartiers qui appartiennent à la ville. Voilà. Donc là on a le Trambus qui va créer les liens entre la ville et les territoires. Mais à un moment, l'ANRU ne réussira que si effectivement il y a un travail social aussi qui se fait. Parce que raser des bâtiments, reconstruire sans travailler sur l'humain, on n'arrivera pas à changer quoi que ce soit. Est-ce que c'est vrai que les habitants ont découvert que les locaux des 1000 couleurs étaient rasés sans qu'on leur ait demandé leur avis dans des projets liés à la rue? On a appris effectivement que la salle Mourise, qui est partie à la ville, qu'on utilise, risque d'être rasée d'ici quelques années. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, la rénovation... C'est un peu brutal comme façon d'apprendre les choses. C'est brutal et à un moment, c'est une des choses qui m'ont un peu mis en difficulté avec la ville. C'est qu'à un moment, moi, j'avais souhaité que la population soit vraiment associée à la réflexion de la rénovation urbaine. C'est-à-dire qu'il y a eu des... C'est normal. Il faut co-construire avec les habitants. Donc à un moment, lorsqu'on a fait la Ligue T2, on a associé les habitants pour savoir quels étaient les arrêts les plus convenables. Là, aujourd'hui, on a eu l'impression que voilà, on a décidé, la rénovation urbaine a décidé de raser tel bâtiment sans concerter la population. Donc moi, à un moment, j'ai dit, lorsque j'ai su qu'il y avait une réunion publique, j'ai dit aux habitants, on y va, on va écouter, on va faire une proposition. Et c'est vrai que là, ça n'a pas trop plu en disant que voilà, j'ai essayé de mettre, de mobiliser, de soulever la population. Qui est-ce qui n'était pas content? Il y a M. Burgois qui était adjoint au maire. Tu as eu des problèmes. Alors que moi, mon objectif, c'était pas d'aller à l'encontre de la ville de Nîmes, c'était vraiment de créer une plus-value et d'avoir de l'ambition pour notre ville, nos quartiers. Donc ça a été mal pris, je pense qu'il y a une incompréhension avec M. Burgois, qui a cru que j'étais l'adversaire politique, alors que non, moi j'étais là pour que la rénovation urbaine réussisse et que les habitants y soient associés. La co-construction, ça passe par là. Voilà. Donc vous avez obligatoirement en tiré de bonnes conclusions, de bonnes choses. Moi, pour moi, c'est une chance. La rénovation urbaine, c'est vraiment une chance pour nos quartiers, pour la ville de Nîmes. Voilà, on va avoir des bâtiments rénovés, on va avoir de l'emploi, on va avoir un nouveau quartier, et j'espère. Est-ce que on va pouvoir changer les mentalités?
eh bien, ça sera le travail des acteurs associatifs, ça sera le travail de tout chacun, effectivement, de changer les mentalités et d'éveiller les consciences. Le temps va passer très vite. Ça se passe comment une journée de travail, toi, en tant qu'officier? Une journée de travail, alors elle commence relativement tôt, puisque j'essaie d'être à la prise de garde de mes collègues qui commencent à 7h. Donc la garde, c'est les pompiers qui constituent les interventions, qui font les interventions. Et après, c'est rythmé par des tâches administratives pour ma part, puisqu'aujourd'hui, en étant officier, j'ai plus de tâches administratives que les personnes qui sont sur le terrain et opérationnelles. Et ensuite, du sport, parce qu'on a quand même du sport, il faut du sport tous les jours. Et puis, j'enchaîne souvent avec ma journée syndicale qui, elle, attaque à partir de 14-15 heures et qui finit quand elle se termine. Justement, parlons-en un petit peu de ta journée syndicale et parlons des grèves. Sont-elles nécessaires, indispensables? Alors, on a un petit peu changé de stratégie syndicale. Je t'avoue que quand je suis rentré chez Sapeurs-Pompiers, on avait tendance à rentrer en grève très souvent pour des fois des sujets qui étaient assez légers, mais en tout cas c'était rentrer dans une sorte de rituel où on était systématiquement en grève. Aujourd'hui, on a mis en place, par l'État qui l'a impulsé aussi, un véritable dialogue social, et c'est vrai que la grève, c'est un moment où en fait finalement on n'a pas réussi, ni l'administration, ni nous, à pouvoir dialoguer de manière correcte et constructive pour construire ensemble un projet. Et c'est souvent un échec. Quand on a ces mouvements de grève, qui dans le Gard sont très importants, on est un modèle de grève. Alors je ne sais pas si c'est bien, en tous les cas, pour certains, c'est peut-être pas le modèle à suivre, mais nous, c'est des grèves qui sont parfois imposantes, celle de Feuchères, la grève de Feuchères en 2017, près de 2 mois de grève, la Casa des Papels, donc cette journée qu'on a fait le 3 mai 2021, qui a été marquante aussi. Voilà, c'est quelque part pour nous c'est un échec, mais c'est un moyen d'expression. Je voulais savoir, est-ce que la mairie le fait exprès d'être aussi obtus sur certaines choses? Explique-nous pourquoi les sapeurs-pompiers sont obligés de payer Pablo Neruda pour aller s'entraîner. Alors ça a été un gros sujet de polémique avec la mairie de Nîmes, effectivement. Nous considérons, nous les sapeurs-pompiers, puisque la piscine a toujours été mise à disposition pour nos entraînements. Je ne parle pas d'y aller avec sa famille. Je parle des entraînements. On est une ville soumise aux risques d'inondation. On pensait normal, comme dans toutes les autres communes de France, que la mairie de Nîmes octroie un créneau horaire aux sapeurs-pompiers. D'ailleurs, c'était un créneau qui était non utilisé par les écoles et c'est pour ça qu'il nous était prêté. Aujourd'hui, la mairie en a décidé autrement. Nous considère devant payer cette ligne d'eau. On trouve ça un petit peu mesquin. Alors eux se justifient en disant, mais vous comprenez, on en parlait tout à l'heure avec France, on vous donne des cotisations communales qui sont très importantes et on n'a pas à vous faire la gratuité de la piscine. Nous on trouve que c'est mesquin, on parle de 2000 €, c'est pas un volume financier très important et je pense que la mairie de Nîmes aurait pu permettre à ses sapeurs-pompiers de s'entraîner. Symboliquement, on est allé nager dans le canal de la Fontaine. On n'a pas poussé la grève, justement, tu vois, Patrick, on n'a pas poussé la grève à un paroxysme. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas dû? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on a décidé de laisser tomber. Alors, voilà. Donc, vous payez pour aller vous faire... Donc, c'est pas moi qui paye, c'est toi qui paye, c'est lui, c'est nous tous. Ce sont nos impôts qui payent. D'accord. Est-ce que la ville est toujours une ville inondable, comme tu viens de dire? Bien sûr. C'est une ville. Ce qu'on a fait, ça sert à rien? Alors, ça sert pas à rien. En fait, les crues, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. On le voit, même malgré les travaux et les rénovations qui ont été faites par les différentes mairies successives. Aujourd'hui, ce risque d'inondation, il est souvent brutal. On l'a vu l'année dernière, il y a eu quand même des inondations dans certains quartiers quand il y a eu les fortes pluies au mois de septembre. Donc, non, les travaux y servent, puisque justement, on inonde beaucoup moins. On peut se féliciter qu'il n'y ait eu aucun mort aux dernières inondations au mois de septembre. Pourtant, on a vu des images quand même affolantes. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Gard est un département qui est prêt à faire face à ces catastrophes. On n'est pas toujours d'accord avec le directeur, on n'est pas toujours d'accord avec la direction, mais je dois reconnaître que le travail a été fait pour prévoir, voilà, pour prévenir. Après, est-ce que le risque n'existe plus? Non, je ne peux pas l'affirmer aujourd'hui. En tout cas, ça a intéressé Patrick Magès, le Papy 1, Papy 2, Papy 3, il croyait que c'était les crédits qui pouvaient... Bien, alors, une question, et on va conclure l'émission. Une question, il y avait bien d'autres questions à vous poser, mais à tous les deux, quel est votre style de management, sachant que pour toi, Raouf, tu nous en as parlé, il y a beaucoup de bénévoles, ça doit être difficile. Et pour toi également, Nicolas, parce que les sapeurs-pompiers volontaires, sont-ils rémunérés? Comment ça se passe?
Ça serait intéressant de pouvoir informer. En ce qui est le management, moi, je considère mes collaborateurs et collaborateurs comme des chefs de projet en puissance. C'est-à-dire qu'ils ont une totale autonomie. C'est-à-dire que je les laisse effectivement créer, faire des propositions. Voilà, je ne suis pas un directeur rigide, directif. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de projets qui naissent et quasiment tous sont quasiment validés. Donc voilà, je suis plutôt un manager ouvert et qui laisse l'initiative à ses collaborateurs et même aux bénévoles. Donc, toi aussi, Nicolas, mais alors tu es chef de centre de la caserne des Andes et tu as sous tes ordres 90 pompiers, donc 15 professionnels et 75 volontaires. Donc en fait, nous, sur les théâtres d'opération, on doit avoir un management directif. Les sapeurs-pompiers, quand on intervient en opération, il y a un chef qui donne des ordres et des exécutants qui exécutent. Ça marche comme ça, parce que si on discute les ordres, tu comprends bien que sur intervention, ça pourrait rapidement être le bazar. Par contre, moi en tant que cadre, j'ai plutôt un management comme Raouf, assez participatif et collaboratif, car je ne détiens pas la vérité. Alors j'ai bien une idée d'une direction vers laquelle on peut aller, mais je suis prêt à écouter tous les collaborateurs qui sont avec moi et qui me présenteront peut-être des contre-arguments que je pourrai suivre sans aucun problème. Et l'avantage que vous avez, c'est que vous avez tous les deux débuté au bas de l'échelle. Oui, donc vous avez toujours cette référence. On va être obligé de s'arrêter. On va te demander le mot de la fin, Raouf. Déjà, moi je voulais vraiment te remercier. Tu sais que tu es une personne que j'aime particulièrement. Alors on va dire, mais non, c'est vrai, c'est vrai. Merci déjà pour l'invitation, merci à toute l'équipe, donc merci pour l'accueil. Moi, ce que je voulais dire, c'est encore une fois, la citoyenneté me touche beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je demande, c'est aux Nîmoises et aux Nîmois, aux gens des quartiers populaires, de s'engager. De s'engager, de venir nous rencontrer, de venir rencontrer les associations, de s'engager des partis politiques. Voilà, parce que la citoyenneté, ça passera par là, parce qu'aujourd'hui, on se plaint de tout et de rien. Aujourd'hui, il faut que chacun se prenne en charge. Il faut que chacun arrête de regarder son nombril et que si on veut changer les choses, il faut s'engager. Voilà. Merci Raouf. Nicolas. Patrick et puis vous tous, merci pour nous avoir reçus. J'ai eu plaisir à faire cette émission aux côtés de Raouf, auprès de qui je partage énormément de valeurs humanistes. Et je lui laisserai ces mots de la fin parce que je les partage entièrement. Et tu sais tout le bien que je pense de toi aussi, Nicolas, mais je ne suis pas le seul. Moi, pour conclure, je suis un observateur positif à la fois des mi-couleurs, parce que je me souviens d'un repas que j'ai pris un été aux mi-couleurs. J'ai rencontré des personnes d'un certain âge, et je trouvais qu'il y avait vraiment un pont entre différentes générations, et je trouvais qu'il y avait, il y avait une prise en compte de toutes les générations chez les mi-couleurs. Et on a parlé du papy 1, papy 2, papy 2. Et chez les pompiers, il y a un vrai esprit de camaraderie et de fraternité entre les salariés. C'est-à-dire que quand il faut aller au combat pour lutter contre les incendies, les inondations, moi j'ai débriefé avec les pompiers qui étaient revenus de la Vésubie et qui avaient sauvé des vies lors des inondations à cette époque-là, mais ça prend aux tripes. Et vraiment, il y a une solidarité, une fraternité très très forte chez les pompiers. Merci Jérôme. Allez Moulin. Mais moi je suis bien content parce qu'on a pu appuyer là où ça fait un peu mal, mais sans méchanceté aucune, donc on soit bien d'accord. Je suis là pour qu'on vive tous en harmonie et tous dans ce beau pays qui est la France, et qu'on respecte tous les droits français et qu'on vive tous ensemble, construise un beau pays. Voilà. Donc je suis content, mais même si j'ai appuyé là où ça fait mal, c'est sans aucune méchanceté, je le répète. Voilà, je voulais remercier France de sa collaboration à l'émission et avant l'émission aussi. Richard Haro, l'homme à la caméra, l'homme à la vision, l'homme au montage. Merci à vous qui nous regardez de plus en plus nombreux. À très bientôt, bye bye, et restez-nous fidèles. Au revoir.